Urmi, vous êtes mathématicienne de formation. Vous avez un doctorat en mathématiques à l'université de Cambridge. Vous avez enseigné dans différentes universités prestigieuses à l'étranger, ainsi qu'en France. Et vous avez écrit un livre en anglais en 2021 que les éditions Marco Pieter viennent de traduire en français et de publier sous le titre La menace de la pseudoscience. Je vais le montrer. Réhabilitons la science de toute urgence. Voilà, il est là. Et donc la première question que j'aimerais vous poser, c'est évidemment pourquoi avoir écrit ce livre? On sait qu'en général, on écrit en réaction à quelque chose. Alors est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un, un événement en particulier qui vous a fait réagir? Non, pas vraiment, parce que la version originale, j'avais commencé à y travailler en 2015. Et en fait, c'était plus parce que pour comprendre le monde moderne, il faut vraiment comprendre le rôle de la science. Oui, le monde moderne est façonné par la science. Je veux dire, c'est par son attitude envers ce qu'elle considère la science. Pour les gens qui nous écoutent, votre propos, grosso modo, c'est de dire que nous vivons sous le règne de la pseudoscience. Or, le malheur, c'est que les gens amalgament la pseudoscience, qui est néfaste, à la science, qui, elle, est belle et noble en soi. Est-ce que c'est bien ça votre propos, en gros résumé? Oui, c'est-à-dire que la science, elle est basée sur l'empirisme, c'est-à-dire l'observation qui peut être reproduite autant de fois qu'on veut, et, et bien sûr sur le raisonnement également, mais vraiment sur l'observation raisonnée. Euh, et la pseudoscience ne l'est pas. Donc, ça peut être intéressant, mais c'est un narratif, c'est quelque chose qui appartient à l'opinion de la personne qui le dit. Donc, on ne peut pas après dire que c'est quelque chose à propos du monde sensible. Le monde sensible ne peut être approché qu'à travers nos sens, par définition. Hmm. Alors, est-ce que vous auriez en tête un exemple de pseudoscience à nous donner pour les gens qui se représenteraient pas bien ce que ça peut être? Oui, dans le passé, un exemple très connu, c'est la datation de l'âge de la Terre, par exemple. Les physiciens au 19e siècle, en particulier les thermodynamiciens ou dynamistes, comme on dit, et, étaient convaincus que la Terre était très jeune, mais leurs arguments n'étaient pas basés sur des observations, mais sur beaucoup de suppositions. En particulier, à l'époque, la radioactivité n'était pas encore connue, donc sur des suppositions du réchauffement, du rayonnement solaire, du réchauffement du soleil, de comment ça se passe, etc. Et alors que les géologistes, eux, avaient tenté de faire une datation basée sur l'empirisme, avec les moyens du bord de l'époque. Donc, bien sûr, ils s'étaient beaucoup trompés, mais au moins, c'était basé sur l'empirisme. Leur méthode était complètement correcte. Et donc, la période, l'âge de la Terre pour eux se calculait vraiment je crois que c'était en millions, même peut-être un milliard. Et même après, les géologistes début XXe siècle, là, ils sont passés à plus d'un milliard, ça c'est sûr, parce que une fois qu'ils ont commencé, certains, à comprendre le fait que la Terre bouge latéralement, pas seulement verticalement comme ça, avec et donc et donc là, il y a eu une grosse bataille entre les géologistes et les physiciens. Les physiciens ont gagné pendant un certain moment parce que la physique a toujours été considérée comme le modèle de la science, vu ses succès dès le début. Et même Darwin s'est tu
dans la première édition de son livre sur les espèces, il, L'origine des a, espèces. Mm. il fait un calcul pour dater une région de l'Angleterre. Ces méthodes, à nouveau, sont absolument valables. Euh, et dans la seconde édition, il n'ose plus, parce que Lord Kelvin a tenté de détruire ses arguments, il a attaqué. Donc, dans la seconde édition, il dit qu'il faudrait que la Terre soit plus âgée, qu'il pense que la Terre est âgée, parce que, bien sûr, ils ne peuvent pas faire leur travail même de biologie et encore moins de géologie sur une Terre petite, petite, c'est-à-dire une terre jeune. Et ça contredisait complètement ce qu'il savait. Mais voilà. Donc, et à nouveau, le mouvement latéral de la Terre, à nouveau, ça a été un grand problème. Je veux dire, ceux qui essayaient de se baser sur des observations, des expériences, etc., ils ont eu beaucoup de mal à faire passer le fait que la Terre bouge latéralement, que les continents, la dérive des continents, etc. Pour la plupart même des géologistes et autres, il n'y avait pas de mouvement. Ah, ça a été ça, la guerre. Bon, le grand public n'est pas au courant, mais à l'époque, les scientifiques du domaine l'étaient. Ils étaient attaqués publiquement. Et ce n'est que dans les années 60-70, même après 80, que la thèse de la Terre latérale a commencé le mouvement latéral a commencé à être accepté. Malgré le fait que dans les années 60, etc., je veux dire, la thèse avait été vraiment bâtie sur des arguments empiriques très, très solides. Donc, le dogme, c'est de se retenir à des croyances qui nous sont chères, quelle que soit la raison. Dans ces deux cas-là, une terre jeune et une terre où la masse continentale est immobile, ça vient des dogmes religieux chrétiens, mais ça peut être d'autres raisons aussi, ça n'a pas besoin d'être religieux, mais souvent on est tellement attaché à une thèse qu'on ne fait pas les expériences correctement. Et l'un des problèmes en biologie aujourd'hui, c'est aussi de la méthode d'observation, c'est que le monde microscopique, on ne peut le voir qu'à travers des instruments. On ne peut pas savoir ce qu'est le monde microscopique dans sa condition normale, puisqu'on ne peut pas le percevoir. Nos sens ne vont pas aussi loin. Donc, il faut d'abord une préparation des échantillons pour pouvoir les voir. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On ne voit pas la réalité. Et donc, il faut faire très, très attention à cela, les artefacts d'observation. Et les artefacts font que beaucoup de thèses en biologie posent question aujourd'hui. Alors, j'ai une autre question qui me vient. Est-ce que la pseudoscience pourrait aussi être le fait d'un scientifique qui est de bonne foi, qui fait les expériences sans attendre de résultats particuliers, mais qui utilise de mauvaises méthodes, de mauvais outils, et puis qu'ensuite, ben, il aboutisse forcément à un résultat qui est mauvais, qui est erroné. Je dirais que l'erreur, ça sert, n'est pas de la pseudoscience, c'est normal. On procède par erreur. En fait, l'erreur nous mène à nous poser plus de questions. Donc je ne dirais pas ça. C'est plutôt, par exemple, le scientifique aujourd'hui qui se base sur des simulations informatiques. Mais une simulation n'est pas la réalité. Donc, une simulation est basée sur des modèles. Les modèles ne sont. La validité d'un modèle dépend de sa solidité empirique. Et c'est ça qu'on est en train d'oublier aujourd'hui. Et il ne faut pas seulement une expérience, il faut que l'expérience puisse être reproduite par tout à chacun. Parce qu'une expérience, ben, ça se peut que par hasard, pour une raison quelconque, qu'on trouve un certain résultat. Et ça, c'est un autre problème parce que on utilise de plus en plus des moyens d'observation, des machines très grandes, gigantesques, etc. Ça ne peut pas être reproduit, tout le monde n'a pas accès à ces outils-là. Et également, comme a dit Popper, ça c'est très important, il faut
de vraiment essayer de faire des expériences qui vont à l'encontre de ce qu'on pense. Essayer de voir est-ce qu'on peut détruire sa propre thèse. Et ça, on le fait très, très peu. Alors, dans votre livre, avant de vous attaquer à la pseudoscience, vous vantez la science dans les deux premières parties. Et vous dites en quelque sorte que ben, la science, elle est belle, la science, elle est noble par essence. Alors vous, votre spécialité, comme on l'a dit au début, ce sont les mathématiques. Et vous n'êtes pas sans savoir que de nombreuses personnes ont été traumatisées par cette matière à l'école. Alors, est-ce que vous pourriez, en 2 minutes, montrer à ces personnes que les mathématiques sont une science merveilleuse, utile tous les jours? Eh bien, en fait, tout d'abord, je ne dirais pas que les mathématiques sont nécessairement scientifiques. Les mathématiques sont un langage logique euh, qui, euh, que comme tout langage, on a élaboré à partir de notre, oui, de nos sens. C'est-à-dire que dans notre observation, le monde qu'on voit, il est en fait chaotique tant qu'on ne lui donne pas un sens. Et comment lui donne-t-on un sens? On essaye de trouver des motifs dans ce qu'on voit, dans ce qu'on perçoit. Et certains de ces motifs ont réussi à les quantifier, c'est-à-dire au tout début, on a dû voir que il y avait quelque chose qui était semblable entre deux feuilles et deux bananes, par exemple. Euh, mais que deux feuilles et trois feuilles, c'était pas exactement la même chose de ce point de vue-là. Donc, peu à peu, on en est venu au concept de nombre qu'on appelle naturel ou entier. Après, on a vu qu'il y avait d'autres sortes de nombres lorsqu'on on essaye de calculer la circonférence d'un cercle. Donc, ou qu'on essaye de résoudre même des équations simples. Par exemple, je ne sais pas, 2x plus 1 égale 0, x égale 1 sur 2, 0,5, donc ça, les fractions viennent rapidement. En fait, la manière de penser mathématique, elle est innée. Le problème, c'est l'enseignement des mathématiques. C'est D'accord. Hmm. de voir cette quantification partout. Et une autre motivation a aussi été l'économie depuis le début, l'échange. On a besoin de pouvoir compter, etc. Et donc, oui, les mathématiques, ça fait partie de notre manière de penser. Et en fait, ça coule de source c'est à chaque étape, on va un peu plus loin, les nombres entiers. Après, on essaie, on trouve une équation, comme je dis, de x plus 1, on en vient aux fractions. Le cercle, on en vient à pi, qui n'est pas une fraction, c'est un nombre dont la représentation décimale ne finit jamais. Donc, petit à petit, ça devient naturel. Un cercle, c'est naturel. C'est un concept idéalisé de quelque chose qu'on peut dessiner n'importe où sur du sable, n'importe où. Donc, tout ça, c'est ça vient de la géométrie complètement basique dont on a besoin même pour construire une maison. On a eu besoin de ça depuis le début. Même construire une hutte, c'est de la géométrie. Donc, et les cathédrales, c'est encore plus, c'est de la géométrie très avancée. Et l'algèbre, donc le comté. Mais à chaque fois, on rapplique, on construit une maison de plus en plus abstraite, comme je dis, des nombres entiers, on passe aux nombres, ça nous mène à des nombres qui ne sont pas entiers, petit à petit encore plus. Et après, on essaye de voir quelles sont je veux dire, leur relation entre eux, qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, donc avec deux, on peut additionner, on peut soustraire, on peut multiplier. Et donc, les mathématiques, en fait, c'est ça, mais c'est un exemple d'opérations qui sont un peu plus abstraites, mais c'est exactement la même chose. Et Hmm. ça nous permet de voir qu'est-ce qui est, de différencier ce qui est
similaire, ce qui ne l'est pas, la symétrie, qu'est-ce qui est asymétrique, qu'est-ce qui est symétrique. Donc, oui, c'est complètement naturel, mais l'enseignement des mathématiques est très mal fait, et ça dans la plupart des pays. Alors, dans votre livre, vous montrez ce que j'appellerais euh, l'universalisme de la science. Vous dites que quelles que soient les cultures, les pays, enfin, la science reste la science avec ses méthodes, ses outils qui peuvent varier bien sûr, mais peut-on parler d'universalisme de la science? Je ne sais pas si le mot est le bon, mais vous voyez l'idée. Oui, bien sûr, parce que c'est quoi la science? C'est essayer de comprendre le monde sensible à travers nos sens, d'essayer de faire une théorisation derrière, c'est-à-dire que sinon, qu'est-ce qu'il y aurait? Vous jetez un stylo, il tombe, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que cet autre stylo va tomber ou qu'une pomme va tomber ou d'un arbre ou que vous. C'est essayer de voir derrière des. Et donc, qu'est-ce que ça. Parce que si vous n'arrivez pas à connecter les deux phénomènes, la prochaine fois que vous prendrez un stylo, vous ne saurez pas qui va tomber. Vous ne saurez pas où est-ce qu'il va tomber. Comment il va tomber. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il tombe exactement à cet endroit-là. Et donc, la science, elle essaye simplement de voir derrière divers phénomènes disparates un principe commun qui les unit. Simplement, comme ça, un, on peut leur donner un sens, et deux, on n'a pas besoin de constamment répéter, sinon on ne pourrait pas vivre pratiquement. Je veux dire, c'est. Euh, et c'est simplement cette puissance de pensée a été de plus en plus grande, plus on a compris, plus on peut trouver des principes, plus on a. Et la technique, la technologie aide en cela. On a besoin d'instruments scientifiques pour pouvoir le faire. Donc, en astronomie, dès le début, on a essayé de voir un peu plus loin que l'œil. Je veux dire, à l'œil nu, c'est incroyable déjà ce qu'on avait fait, mais on est allé plus loin avec un petit télescope ou avec d'autres instruments de mesure, etc. Donc, dans les deux premières parties du livre, vous mettez vraiment en valeur la science, tout ce qu'elle a de plus noble et beau. Et dans la troisième partie, vous vous attaquez un peu au cœur du problème, qui est donc la pseudoscience. Et comme le dit le sous-titre, réhabilitons la science de toute urgence. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réhabiliter la science, selon vous? Est-ce que c'est possible? Et si oui, comment? Oh, oui, oui, bien sûr, c'est possible. La première chose, c'est d'essayer de comprendre. Donc, je dirais de lire, non pas de me lire moi, mais de vraiment lire les gens qui ont fait la science, de lire ce qu'ils ont fait. Je dirais d'aller plus loin qu'une simple culture, parce que chaque culture a fait ses propres erreurs ou fait ses propres erreurs. Donc, de lire des, euh, oui, des succès scientifiques ou de la science comment écrite par différents scientifiques de différentes époques, de différentes cultures. Et bien sûr, ça. Par ailleurs, je crois que aussi par des moyens législatifs, une fois qu'on a compris un peu c'est c'est beaucoup plus difficile de définir quand la science devient une non-science, mais au moins il y a certaines non-sciences qui sont certainement des non-sciences. Et, et là, on peut légiférer et dire que bah, ça c'est pas possible. C'est pas. Et donc, lorsque le problème, c'est maintenant que qu'on fait des lois, qu'on fait toute une politique basée sur des supposés résultats scientifiques qui souvent ne sont pas scientifiques, qu'on prétend être scientifiques. Hmm, Et ça, c'est dangereux. Donc, en fait, la science donne un alibi à ce qui n'est qu'opinion. hmm, Et, oui. et, et même la science, il faut comprendre que elle est, c'est la
manière la plus objective, la connaissance la plus objective qu'on peut atteindre, mais elle est loin d'être objective. Je veux dire, la science, c'est la créativité, dans l'observation, dès le début, on peut observer même, si vous voulez simplement observer des arbres, vous pouvez observer beaucoup d'arbres, de beaucoup d'aspects. Qu'est-ce que vous allez prendre? Il y a une multitude d'observations qu'on peut faire. Donc, il faut faire un choix dès le début. Le choix, il est subjectif. Donc, c'est vraiment un mélange d'idées, d'observations, de créativité à chaque étape. Et c'est bien pour ça que tous les grands scientifiques de tous les époques ont dit doutez, doutez de tout ce que vous lisez, doutez de vos maîtres. Et même si au final vous acceptez ce qu'ils ont dit, acceptez-le en ayant refait les expériences. Et donc, si je vous comprends bien, c'est pas qu'une querelle d'universitaires. Non, 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 c'est pour ça que je dirais de lire des choses historiques du passé. Par exemple, quelque chose qui est très révélateur, c'est comment on est passé du géocentrisme au héliocentrisme et comment en particulier Aristote a créé un problème, avait créé un problème qui a duré bien plus de 1000 ans, où il avait prétendu avoir fait une expérience, c'est-à-dire que si vous jetez une pierre du mât d'un bateau en mouvement, la pierre ne va pas tomber perpendiculairement. Mais il l'avait pas fait, cette expérience. Chaque génération a repris son résultat sans faire l'expérience, jusqu'à ce que Bruno et Galilée refassent l'expérience et montrent vraiment comment est-ce qu'une pierre jetée d'un bateau est perçue par quelqu'un qui est sur le bateau et par quelqu'un qui est sur la berge. Donc, donc c'est, je veux dire, c'est vraiment ça. Donc, une fois qu'on a compris l'erreur qui a été faite, même pas l'erreur, parce que Aristote a fait une erreur, mais pendant tous ces millénaires, les autres, ils n'ont pas vérifié. Là, ils sont passés dans la pseudo-science. C'était facile de vérifier un bateau, une pierre, jeter une pierre du mât d'un bateau, c'était très facile depuis de longue date. Donc, mais il y en a qui avaient vérifié. En Chine, je crois au IIe siècle ou avant, ils avaient vérifié. Et donc, en Chine, la relativité du mouvement était déjà connue. Et ils avaient parfaitement compris ce que ça voulait dire. Et on dit que c'est peut-être parce qu'en Chine, il n'y avait pas de dogme religieux. Ce n'était pas une société qui était sous une chape religieuse à un quelconque moment de son histoire. Ce qui fait de la Chine une civilisation très particulière. Et mais ou sinon, en Inde, au IVe siècle, l'un des grands physiciens mathématiciens indiens avait refait cette expérience. Et il avait aussi compris la relativité du mouvement. Et donc, qu'est-ce qu'il avait trouvé? Il avait au moins la rotation de la Terre sur son axe, il en parle. Maintenant, le problème, c'est que ces écrits ont été largement... C'est ça c'est très intéressant. Les deux qui ont des écrits, comment il s'appelle oui, Aristarque, pardon. Aristarque. Aristarque. La Ouais. relativité du mouvement, oui, donc elle était connue au IVe siècle en Inde, mais il faut savoir que la thèse héliocentrique avait été émise et supposément basée sur des observations par Aristarque de Samos en Grèce, il y a bien longtemps, très longtemps.
Et malheureusement, sa thèse a été écartée donc, par Aristote notamment, mais par beaucoup d'autres, Archimède, beaucoup d'autres. Et ce qui est très bizarre, c'est que son livre sur le sujet, il n'y a plus aucune copie. On a un autre livre qu'il a écrit où il calcule la distance entre la Terre et le Soleil et la dimension du Soleil. Maintenant, bien sûr, n'ayant pas des moyens très sophistiqués, il a fait une grande erreur, mais il a réussi à montrer que le Soleil était d'autant plus grand que la Terre. Et donc, c'est peut-être un des arguments qu'il a ensuite utilisé, on le pense, pour montrer que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, que le Soleil ne peut pas tourner autour de la Terre. Et en Inde, les écrits d'Arjabhata, qui a trouvé que la relativité du mouvement, mais après les Chinois qui l'a reproduit, on pense aussi que des savants chinois seraient peut-être venus, il y aurait eu discussion, il aurait appris des choses, parce qu'il y avait des échanges au niveau intellectuel et scientifique entre la Chine et l'Inde. Et ses écrits sur le sujet ont également disparu. Et lui, dans les écrits qui restent, non seulement lui, mais d'autres, plus tard, sont très prudents, très, très prudents. D'accord. Mais si on lit entre les lignes, on voit qu'ils ont dû comprendre qu'il y avait l'héliocentrisme, que la Terre tournait autour du Soleil. Et d'ailleurs, un grand géocentriste indien du 7e siècle le dit clairement. Aryabhata et ses disciples, eux, ils pensent que la Terre tourne autour du Soleil. Il le dit dans un texte, donc indirectement.